Décoller, voler ou atterrir leur vieux coucou dans des conditions parfois rocambolesques. C'est cette période de la navigation qui tient un peu de l'aérospatial et qui rappelle les Mermoz et Saint-Exupéry que nous relate dans son livre le pilote Simon Ayotte. Un livre à paraître bientôt, probablement dans une dizaine de jours, me dit-on. Allô la tour, il y a un bœuf dans le cockpit. Voilà, nous en parlons à présent avec Simon Ayotte. Bonsoir et merci. Bonsoir Monsieur Massico, merci de m'avoir invité. Je me suis dit, en voyant le titre de cet ouvrage apparaître, waouh, un bœuf dans le cockpit. Est-ce un titre volontairement choisi pour des questions de marketing de l'édition, volontairement racoleur, ou est-ce un fait? Y a-t-il vraiment eu, s'est-il vraiment trouvé un bœuf dans votre cockpit? Alors merci pour ce titre que vous estimez racoleur. J'avoue que j'ai beaucoup hésité. C'est une simple question. J'ai beaucoup hésité, mais effectivement, il y a eu un bœuf dans le cockpit, un bœuf qui s'est échappé. Alors il n'est plus racoleur du tout, racontez-nous. Vous allez lire le livre, vous allez voir, c'est beaucoup plus intéressant en le lisant. Racontez-nous. Rapidement, le bœuf s'est échappé. Enfin, si vous voulez, c'est très long à raconter. Parce qu'à l'époque, vous avez caché bœuf, vous avez caché boucrique, vous avez caché toute qualité bête. Tout bête. Donc, avec commerce à toute bête, et nous t'ai fait un cage en bois dans l'avion là, et au décollage, je m'ai regardé entre crase la pété, et ce bœuf l'a échappé, et puis voilà. Donc, en allant à la Martinique, le bœuf est rentré dans le cockpit, et ça a provoqué toute une panique dans l'avion, et figurez-vous qu'on est sorti par le toit de l'avion. Enfin, tout ça, c'est raconté en détail dans le livre. Il y a beaucoup d'anecdotes comme ça, vous nous en raconterez quelques-unes. Avec plaisir. Mais quand on lit votre livre, vous dites que vous n'avez jamais été un passionné d'études, mais que très tôt, vous vouliez voler. Autant votre père avait les pieds, lui, bien ancrés dans la terre, agriculteur. Oui. Votre rêve, c'est celui de ce personnage de la mythologie, car vous voulez absolument voler. Voilà. D'où vous est venue cette passion depuis votre Martinique natale? J'avoue que, bon, il y a plusieurs jeunes de la Martinique qui partageaient donc cette envie de voler comme moi. Mais à l'époque, ça relevait un peu du rêve, parce qu'il n'y a pas d'école de pilotage, donc il fallait un peu se débrouiller nous-mêmes. Et donc, c'est vrai que j'ai toujours voulu piloter des avions, et puis je me suis donné les moyens de piloter des avions, puisque je suis parti seul à l'aventure aux États-Unis, chercher cet avion, je n'avais pas un sou en poche, mais j'avais confiance dans ma capacité de séduire. Et donc, j'ai réussi à convaincre un Américain, un vieil homme qui m'a fait confiance, de me confier son avion. Et vous partez aux États-Unis? Et je pars aux États-Unis chercher cet avion. Pour une licence? Pour revenir, j'avais déjà ma licence de pilote américaine, et je reviens donc avec cet avion. Mais cet avion, il faut le faire travailler, il faut le faire produire, de quoi payer les fameuses traites de l'avion. Et là, mais tout était bon, donc le commerce de bœufs, de chevaux, d'ânes. Et très tôt, vous avez, si je ne m'abuse, 22 ans et déjà 1200 heures de vol. 1200 heures de vol, et c'est un concours extraordinaire, parce que j'étais un jour à la Dominique. Et mon patron, qui était le patron de la Martinique, me dit, il y a un vol, enfin il nous dit, il y a un vol à faire tout de suite pour partir en Colombie. Et les autres commandants de bord ont refusé. Et il m'a dit, Timal, quel âge as-tu? Il m'appelait Timal. Alors j'ai dit 22 ans. Il m'a dit, je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit, tu veux être commandant de bord? Il m'a dit, bien sûr. Il m'a dit, commandant de bord, tu vas chez toi, tu prends tes affaires et tu pars en Colombie. C'est comme ça que je me suis retrouvé à 22 ans, commandant de bord d'un avion, pouvant transporter une trentaine de personnes. Voilà. Et je parlais tout à l'heure d'Icare. Comme Icare, vous vous laissez griser par l'altitude et vous êtes un casse-cou de temps à autre. Je vois que même votre copilote, sur certains vols, a peur et il ne comprend pas ce que vous faites. Il vous dit que vous prenez des risques inconsidérés, on va se cracher, il sort même son appareil pour immortaliser la scène. Tout à fait, c'est tout à fait. C'est une scène qui s'est passée à Barbuda. C'est assez long à expliquer, puisque si vous voulez, il y a deux pistes à Barbuda. La première piste était bloquée par quelqu'un qui ne voulait pas qu'on se pose. Et sur un coup de tête, j'ai décidé d'aller me poser sur la petite piste, qui est faite pour les tout petits avions. Et ce fameux copilote qui était commandant de bord Air France après, qui a fait une superbe carrière, me dit, tu vas pas te poser là? Si, on se pose et tout. Et arrivé en courte finale, comme on dit chez nous, il sort un appareil de photo et il commence à faire des photos. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fous? Il me dit, quand on va se cracher, j'immortalise. Voilà. Donc c'est raconté dans le bouquin en détail. Alors évidemment, vous voyagez beaucoup en tant que pilote, vous connaissez beaucoup d'événements magnifiques qui sont autant de souvenirs impérissables, mais il y a des avatars aussi, comme ce voyage à Saint-Domingue où vous passez quelques jours en prison. Non, je passais une nuit en prison, mais il faut retenir tout ça que c'est une formidable expérience humaine.
c'est rencontrer des gens extraordinaires, côtoyer des gens extraordinaires, mais surtout vivre quelque chose qui est hors du commun. Et donc, effectivement, on s'est retrouvé une soirée en prison, on a eu très peur d'ailleurs, parce qu'on entendait des cris, mais vous verrez pourquoi dans le livre. Et donc, j'ai réussi donc, à survivre, parce qu'on a pris énormément, j'ai risqué ma vie énormément, mais plutôt par, j'allais dire, par inconscience et puis par passion. Et puis, quand il a fallu rentrer dans le moule et rentrer dans j'allais dire, le domaine du transport public normal et arriver à faire une compagnie aérienne, là, le monde était différent. Simon Ayotte, c'est aussi le Calypso. Non, ça a été d'abord Air Caraïbes. J'ai d'abord créé la compagnie Air Caraïbes, qui est la première mouture d'Air Caraïbes, et qui est une société qui marchait très bien. Et pour des raisons politiques, elle m'a échappé. Et j'ai créé aussi Air Calypso, qui aussi, pour des raisons politiques, m'a échappé. Mais voilà, donc voilà en gros... Et à cette époque, pour revenir purement à l'aviation, il y a ce côté un peu avion-taxi sur la desserte régionale, un peu comme l'Aliat à une époque. Ah non, on était une compagnie de transport comme tout le monde, et on faisait des vols réguliers sous contrat avec Air Guadeloupe, et aussi des vols charter dans toute la Caraïbe. Voilà, on faisait toutes sortes de transports. Alors, vous faites revivre au fil des pages des personnages assez facétieux pour certains. Qui ont tous existé. Qu'on a oubliés, mais de vrais personnages qui ont marqué la vie. Raymond Viviès, par exemple. Vous nous parlez de Fifi, qui dégageait cette bonhomie avec les contrôles à la douane. José Fifi. Si vous avez remarqué, les noms sont inversés dans le livre. Et à la douane, parfois, il y a comme ça quelques anecdotes qui vous marquent. Des anecdotes qui sont amusantes, mais je préfère vous raconter des anecdotes qui ne sont pas dans le livre. Alors, le coup du cercueil, par exemple, entre Saint-Martin et Pointe-à-Pitre. Le coup du cercueil, j'envoie un des pilotes d'Air Caraïbes chercher un cercueil. Parce que figurez-vous qu'à l'époque, il n'y a pas de bateau, on ne transportait pas, ça prenait trop de temps. Donc il va à Saint-Martin, il se pose, et ce pilote, c'est un commandant de bord d'Air Caraïbes aujourd'hui. Je peux dire, il s'appelle Christian Augustin, c'est vraiment un très très bon ami. Pour la petite histoire, je l'ai foutu dehors 5 fois d'Air Caraïbes, je l'ai repris 5 fois, c'est un ami intime. Et donc Christian se retrouve à Saint-Martin et on lui charge le cercueil. Et le type, faisant l'assistance de l'avion au sol, lui dit, bon, on va mettre la poste aussi à veille. Mettez poste là. Donc il embarque effectivement la poste au-dessus du cercueil. Donc Christian décolle, il rentre vers Pointe-à-Pitre, pilote automatique, l'avion vole calmement, et il rentre dans un nuage. Quand il rentre dans le nuage, il entend « aïe, aïe, aïe » derrière. Alors il se retourne, « ok, j'ai pas entendu ça ». L'avion continue à voler, il rentre un deuxième, il entend une seconde fois « aïe, aïe ». Alors là, il se dit en sétain en train d'habiter un avion là. Et il se retourne. Alors il me raconte qu'il s'avance vers si vous voulez, le tableau de bord. Et il se retourne et il dit, il y a quelqu'un? Et il entend oui. Et quand il entend oui, il me dit, j'ai failli sortir de l'avion. Manqué sauter à l'avion là. Et effectivement, c'était l'agent au sol de Saint-Martin qui avait mis un de ses amis dans l'avion pour rentrer à Pointe-à-Pitre pensant dire sur un pilote. Et comme le malheureux n'était pas attaché, mais il arrive que l'avion rentrait dans la turbulence, il sautait. Donc c'était... Et de bœuf dans le cockpit au coup du cercueil, il y a une foultitude d'anecdotes comme ça dans votre livre. Il n'y a que ça. Votre livre, vous commencez par dire que vous n'avez pas de talent d'écrivain. En tout cas, vous avez une écriture facile à lire je vous remercie. Et qui est très simple et qui donne de l'envie au lecteur. Je vous remercie infiniment. Dites-moi, si vous deviez... quel est votre souvenir le plus merveilleux de toutes ces années de vol? Celui qui vous met le cul par terre, pardonnez-moi l'expression. Quelle est aussi la chose que vous ne referiez jamais si c'était à refaire? Ah ben, je n'aurais pas fait le 10e de ce que j'ai fait. S'il fallait refaire, parce qu'on a pris des risques éhontés, à transporter de la dynamite, à transporter des détonateurs de la dynamite, des bœufs, des chevaux, avec des cages qui n'étaient pas adaptées, ramper entre les pattes des animaux pour accéder au cockpit. Non, ce qui m'a marqué le plus dans cette aventure, c'est les relations humaines. C'est les relations avec les hommes. Moi, j'étais marqué par un type en Haïti que j'ai rencontré dans la salle de transit d'Haïti, un nain. Un nain qui avait réussi à rentrer dans cette salle de transit, alors qu'il y avait 15 millions, enfin 10 millions de personnes à l'extérieur qui crevaient la dalle. Et ce type, il avait une classe naturelle, et je lui ai dit, mais comment avez-vous fait pour arriver à avoir ce poste? Et il faisait quoi? Il cirait les chaussures. Et il m'a répondu, vous savez, dans la vie, tout le monde, chaque personne a un capital, une capacité de séduire. Et
Tout le monde, et la majorité des gens refusent de s'en servir pour se réfugier derrière la timidité. Eh bien, moi, je ne suis pas timide et je vais réussir. Et je me suis dit, camarade, je vais faire ce que tu as fait, je vais faire pareil. Est-ce que vous diriez qu'il était plus facile de devenir pilote à cette époque qu'aujourd'hui? Ah non, non. Je pense que c'était beaucoup plus difficile à l'époque, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'école de pilotage, il n'y avait pas les sous, il n'y avait pas d'organisation, il n'y avait rien du tout. Moi, j'étais chauffeur d'autobus, hein, parce que quand j'ai dit à mes parents que je voulais apprendre à piloter... Pour payer vos études? Ah ben oui, pour apprendre à piloter les avions, on m'a dit, écoutez, c'est sympa, mais j'ai continué, j'étais chauffeur d'autobus, et d'ailleurs, j'ai adoré cette époque. La question un peu colle. C'est un super clin d'œil que nous a fait Myriam Alamkan, qui est historienne maritime, que vous devez connaître. Quand elle a su que nous allions vous recevoir, elle a fait une petite note sympathique sur son blog, qui est un rappel historique fort intéressant, et où elle répond à la question pourquoi on atterrit à Pointe-à-Pitre? Pourquoi on atterrit à Pointe-à-Pitre? Je vais vous dire ça. Pourquoi les avions atterrissent-ils à Pointe-à-Pitre? D'abord, je sais que l'aéroport de Pointe-à-Pitre a été ouvert avant celui de Fort-de-France, c'est-à-dire dans les années 50. Vous connaissez l'histoire de cette base d'hydravions civils qui avait ses pontons? Bien sûr, tout à fait, avec des hydravions et Catalina, qui étaient les premiers avions d'Air France. Voilà. Et, oui. Et elle nous dit notamment que le premier et le seul avion qui a atterri à la place de la Victoire, c'était en 1927. Tout à fait. Et c'était le début de l'aviation de la colonie. Et puis elle nous parle de la TECOR, mais nous aurons l'occasion de l'inviter pour évoquer ces questions-là et d'autres questions d'un point de vue historique. Vous volez encore de temps en temps? Bien sûr, bien sûr, je vole tout le temps, aussi longtemps que je pourrai, aussi longtemps que ma visite médicale me le permettra, mais je peux vous dire que je vole très souvent. Pour vous, c'est absolument une passion? Ah, c'est une passion, je vole sur tout ce qui vole, c'est-à-dire que les petits avions, et puis aussi des ULM, des autogyres, enfin tout ce qui vole. Vous avez aussi à un moment participé activement, peut-être que vous le faites encore, à la formation de jeunes pilotes. Ben, il y a beaucoup, oui, tout à fait. Enfin, je ne participe pas, mais si vous voulez, je donne des conseils à des jeunes pilotes. D'ailleurs, il y en a un qui est maintenant sur Airbus, qui est un garçon charmant et très compétent. Et je fais participer, comment dire ça, je leur fais part de mon expérience de façon à ce qu'ils ne refassent pas les mêmes erreurs que j'ai faites. Et vous leur diriez surtout, soyez pointus sur la sécurité, puisque vous dites vous-même qu'à l'époque où vous faites vos débuts, on ne connaissait pas le principe de précaution. Pas du tout, mais en plus ça, pour pouvoir approcher un avion aujourd'hui, c'est une catastrophe, c'est pratiquement impossible, alors qu'à l'époque, on arrivait avec des bœufs dans les avions, quoi. Et évidemment, à l'époque, vous volez surtout, tout au début, sur de vieux appareils de l'armée américaine. Le fameux DC-3. Les fameux DC-3, c'est l'avion qui a changé la face du monde. S'il n'y avait pas de DC-3, on aurait parlé allemand aujourd'hui. J'exagère, mais c'est un avion extraordinaire. Et j'ai voulu, dans ce livre, retracer l'histoire de cet avion, fabriqué en 1942, le numéro de série 18961, qui a été dans mes mains pendant 5-6 ans. Et j'ai voulu raconter cette histoire. On a vu de très belles images. J'en profite pour signaler que bientôt, Mémoire de Guadeloupe vous consacrera une édition avec Léandre Virana. Avec plaisir. Et que, bien évidemment, votre livre sera bientôt en librairie dans une dizaine de jours, très précisément. Je pense, milieu de semaine prochaine. À l'eau, y a-t-il un bœuf dans le cockpit? À l'eau la tour, il y a un bœuf dans le cockpit. Alors, encore une anecdote ou deux, puisqu'on a encore un petit peu de temps. J'ai été frappé par ce pilote qui a de gros problèmes avec l'anglais et qui simule la radio défectueuse. Vous parlez de Cousy, mon copie, tout à fait, c'est tout à fait vrai, il refusait de parler anglais. Et comment peut-on piloter si on ne parle pas anglais? C'était une époque où on avait la QRI, soit disons l'examen anglais. Maintenant, ça n'a rien à voir, l'examen anglais est très compliqué, il refusait de parler anglais. Et donc, il crée toute une catastrophe à Porto Rico, et c'est très, très, très comique, parce qu'il ne comprend rien de ce que la tour lui dit, il traverse une zone réglementée, il a des avions de chasse aux fesses, enfin. Et ça se termine bien, mais c'était très, très, très... Comment dire ça? Maintenant, la même chose se passe maintenant, tout le monde est en prison. C'était chaud, hein? Quand il sort de l'avion, il détale à toute vitesse. Tout le monde est en prison. Aujourd'hui, tout le monde est en prison. On ne peut pas faire un truc comme ça. Encore une petite anecdote? Encore une petite anecdote. Elles sont tellement succulentes. Un jour, je vais à Sainte-Lucie. On nous demande de transporter un groupe électrogène de Sainte-Lucie à Fort-de-France pour une radio que vous connaissez qui, à l'époque, émettait à Sainte-Lucie. On ne va pas la nommer. On peut la nommer. Et j'arrive... Radio Caraïbes. Exactement. Et j'arrive donc à Sainte-Lucie. Les types nous attendent et avec un énorme groupe électrogène qu'ils mettent, pendant que je vais faire les formalités
d'entrer avec le copilote. Ils mettent le groupe électrogène à l'arrière de l'avion et ils partent. On se retrouve avec 1,7 tonne à l'arrière. Impossible de déplacer l'avion avec ce poids-là, parce qu'il sera trop centré arrière, et surtout impossible de le retirer, ils sont partis. Donc il a fallu improviser, donc je suis allé, à l'époque, je ne sais pas si vous avez connu ça, les gens, on recevait de la farine de France, ce qu'on appelle la farine France, dans des gros sacs en toile. J'ai été récupérer des sacs en toile chez un type à Castries qui vendait de la farine France. On a amené ces sacs en toile sur la plage de Castries, qui était juste à côté de l'aéroport. On a rempli une douzaine de sacs de sable. On les a attachés, on les a amenés dans l'avion, ça nous a pris 3 heures. Hein. On les a foutus à l'avant de l'avion pour faire contrepoids, et on a pu décoller pour entrer en Martinique. Impossible d'imaginer ça aujourd'hui. En fait, vous étiez surtout sûr de votre décollage, mais pas toujours de l'atterrissage. J'avais 24 ans, donc il fallait voler, on volait, quoi. Il fallait absolument qu'il vole pour payer les traites de l'avion, et il fallait absolument que ça se passe. Vous aviez 24 ans et vous étiez fou. Merci infiniment, Simon Ayotte. Merci de m'avoir reçu. On a pu découvrir grâce à vous de très très belles photos de cette époque, et je rappelle que votre livre Allô la Tour, il y a un bœuf dans le cockpit, paraîtra sous une dizaine de jours. Merci encore. Merci infiniment.